de poser une première question à Gérard et à Oreste et à Marie-Louise, s'ils veulent réagir, bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai pioché ça dans le dernier livre de Gérard, qui s'appelle Le peuple français, où j'ai lu avec intérêt un certain nombre de choses, et je voulais lui poser la question, en quoi les migrations ont-elles été un facteur essentiel dans le développement des civilisations depuis le début de l'humanité? Alors effectivement, disons, les migrations, c'est un processus universel. Depuis que les sociétés humaines existent, vous avez eu des migrations. Et le type de problème qu'on voit dans le film, il s'est posé à toutes les époques, mais sous des modalités différentes. C'est-à-dire, c'est un peu le conflit qui existe entre ce que j'appelle, moi, eux et nous. C'est-à-dire, dans toutes les sociétés, même si vous prenez à l'époque de l'Empire romain, etc., vous aviez déjà ce clivage-là entre nous, Romains, et puis eux, les étrangers, les métèques, etc. Et on a donc cette tension, et le but, je dirais, de la culture, notamment, c'est d'essayer d'élargir le nous, de façon à ce qu'il puisse accueillir, intégrer, faire sa place au plus grand nombre. Et ce qu'on voit bien dans le film, c'est, si on prend par rapport à l'époque actuelle, sur laquelle moi j'ai travaillé, c'est que ce nous, il se définit depuis la fin du XIXe siècle sur une base nationale. En fait, c'est le nous français. Pour la France, là, c'est par rapport à l'Italie et l'Union européenne aujourd'hui, et c'est structuré par des frontières. Et ça qui est bien dans le film, c'est qu'on voit l'enjeu majeur que représentent les frontières. C'est pas nouveau, hein. Moi, je travaillais beaucoup justement sur l'histoire des migrations italiennes, polonaises, et les enjeux de franchissement des frontières déjà dans le passé, mais ça s'est intensifié. On voit bien avec les technologies modernes, avec les enjeux aussi de contrôle, de surveillance, avec tous les moyens techniques qu'on a. Et puis une autre tension, c'est qu'on est pris aujourd'hui dans une contradiction entre un espace politique qui est structuré sur une base nationale, parce que les gens qui nous gouvernent sont élus, toujours fondamentalement sur une base nationale. Donc, sans arrêt, il faut qu'ils cultivent le nous français en se présentant comme ceux qui vont défendre les Français face à toutes les menaces qui pèsent sur eux. C'est un vieux discours, mais qui est extrêmement présent aujourd'hui. Mais dans le même temps, on a, et c'est montré aussi dans le film à un certain moment, des relations sociales qui sont de plus en plus universelles. Hein, l'économie s'est mondialisée, la culture, on voit à ce moment-là, le fils va faire des études aux États-Unis, on voit les échanges aussi au point de vue culturel, économique, et donc cette tension, elle atteint aujourd'hui une importance tout à fait grande, et c'est une des raisons qui peut expliquer le repli qu'on constate, pas rien qu'en France, mais en Europe et au-delà, sur des logiques nationales. Donc oui, on peut dire que les migrations sont un processus universel et que l'enrichissement des civilisations s'est fait grâce aux migrations. Ça, c'est une sorte de banalité, tout le monde le reconnaît, ça continue encore aujourd'hui. C'est pour ça que on va peut-être en parler tout à l'heure, mais par rapport à la France, j'ai défendu, et je défends encore l'idée que l'immigration ont une chance pour la France, même si l'ex-ministre de l'Intérieur, celui qui disait sécurité, 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 savoir M. Retailleau, prétendait le contraire. Hein, donc on est là face à un discours qui s'exacerbe de plus en plus et qui est contraire, je crois, à nos intérêts, à les intérêts des droits humains. Alors si quelqu'un veut réagir, Umberto a un micro à votre disposition. Bonsoir, Marie-Louise. Je voulais juste, avant de vous laisser la parole, rappeler juste une chose. Dans le film, à un moment donné, on vous parle des fameux hotspots. Alors les hotspots, si je devais traduire ça en français, sous le couvert de monsieur le professeur Noiriel, sont des centres d'accueil qui, soi-disant en Libye, doivent accueillir des migrants clandestins. Il y en a aussi en Italie, des hotspots. Beaucoup sont localisés, comme vous pouvez le deviner, dans une région du sud de l'Italie. Si on vous parle de Lampedusa, c'est la Sicile.
Et vous avez ces hotspots qui se sont développés puisque l'Italie est passée d'un pays des migrations, Oreste et moi notamment en sommes l'illustration, à un pays d'immigration. Et depuis une bonne trentaine d'années maintenant, l'Italie est un pays d'accueil d'étrangers. On le voit maintenant aujourd'hui dans le monde du sport, de la politique, de la télévision, du cinéma, de la musique. Et donc ces fameux hotspots que vous voyez qui sont d'abord en Libye, il en existe aussi aujourd'hui en Italie. Et comme pour l'Espagne il y a quelques années, l'Italie est confrontée aujourd'hui à l'accueil de ces clandestins qui arrivent. Alors l'image qu'on a, c'est l'image de ces clandestins qui arrivent par voie maritime. Il faut savoir que les clandestins arrivent majoritairement par voie aérienne ou terrestre. Mais la mer Méditerranée notamment, c'est l'image que l'on a, puisque c'est l'image qui est la plus fréquemment retrouvée sur Internet, dans les journaux italiens, français. Et ces images-là, elles sont quasi quotidiennes à la télévision italienne. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que du point de vue cinématographique, le nombre de films italiens consacrés à l'émigration, c'est minime. 15-16, dans ces eaux-là, 2 films. Un film en 35-36, il faut attendre l'après-guerre. Hein? Alors, justement, Il Camino della Speranza, le chemin des espoirs, est assez fantastique parce qu'on le cite toujours comme étant le grand film sur l'émigration italienne. Il s'arrête au Mont-Genèvre. Ce qui arrive après, on ne sait pas. Alors que les films, évidemment, qui traitent de l'immigration, aussi bien la migration du sud vers le nord, dans l'après-guerre, essentiellement les années 50, 60, 70, et par la suite, les films qui traitent de l'immigration, alors venus pour l'essentiel par la mer, sont alors là innombrables. Une année, il y a de cela 14 ans, à Venise, il y avait 11 films italiens qui abordaient le thème. Donc évidemment, il y a un regard que les Italiens portent sur ce qui se passe là, mais il faut bien considérer que l'émigration qui a été vécue souvent par des gens de leur famille est quelque chose qui est, ignoré, disons-le. Chez vous. Bonsoir. J'avais une question concernant les médias. On est convaincu que l'immigration et les différences construisent, apportent des richesses, mais les couvertures médiatiques, elles tendent surtout à nous démontrer ou à nous faire croire le contraire. Et donc, je me questionnais sur cette place des médias aujourd'hui par rapport au jeu des extrêmes et des politiques qui sont dans le rejet de cette migration. Effectivement, moi, je me suis rendu compte dans mes recherches que c'était une question tout à fait essentielle, qui n'est pas nouvelle, mais les technologies ont évolué. C'est-à-dire qu'on voit très bien, si vous voulez, en France, le mot immigration s'impose dans le vocabulaire courant seulement à la fin du XIXe siècle. Parce qu'on découvre à ce moment-là, effectivement, que
l'économie française a besoin d'accueillir des migrants. À l'époque, ils sont surtout belges, italiens, espagnols, etc. Mais c'est aussi le moment où s'impose en France la presse de masse. Les grands journaux, qui sont possédés déjà par des capitalistes, etc., qui doivent faire du profit, et ils vont de plus en plus développer la rubrique des faits divers. C'est ce que j'appelle, moi, la fait diversion de la politique. Et ça va avoir un lien avec l'immigration, parce que un fait divers, c'est toujours un phénomène exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est pas représentatif d'une société, d'une communauté, etc. Donc on voit dès la fin du XIXe siècle une rubrique qui se développe de plus en plus et qui met en scène les immigrants comme des criminels, comme des voleurs, et dans le cas des juifs, ça nourrit l'antisémitisme. Là on peut avoir l'inversion. Tous les juifs sont présentés comme des Rothschild qui asphyxient la France sur le plan économique, etc. Et cette logique-là de l'utilisation des médias pour présenter une vision négative de l'immigration va se développer constamment et à toutes les époques, surtout dans les périodes de crise, eh bien, ça va alimenter des stéréotypes dans l'opinion. Moi, j'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens en 1893. C'est nourri par... C'est une période de chômage où il y a des gens, des Français qui ont perdu leur emploi, etc. Ça se passe avec Morte. Et on a des saisonniers piémontais qui étaient embauchés pour aller porter le sel, hein, travail de forçat à l'époque. Et on a ce qu'on appelait des trimards, c'est-à-dire des chômeurs français qui venaient d'un peu partout, qui arrivent là, qui cherchent du travail. Ils n'ont pas de travail parce qu'ils ne savent pas faire ce boulot-là. Et les patrons préfèrent embaucher ces piémontais parce qu'ils sont plus forts, plus costauds, ils ont l'habitude du boulot. Et ça dégénère. Et il y a un véritable pogrom pendant 2 jours dans cette ville, et une dizaine de saisonniers qui sont tués, une cinquantaine de blessés, d'autres disparaissent, etc. Et c'est alimenté par ce stéréotype, justement, de négatif à l'égard des Italiens, présentés toujours comme des criminels avec le couteau dans le dos, etc. Et on le retrouve ça dans les années 30, et la période récente n'a fait qu'accentuer ces phénomènes-là, parce qu'évidemment, je dirais le peuple ou la population française aujourd'hui est bien plus exposée, je dirais, à ces stéréotypes que les gens de la fin du 19e. Au 19e siècle, les ouvriers, ils lisaient le journal peut-être 10 minutes par jour, puis après faisaient autre chose. Aujourd'hui, on est martelé du matin au soir. Par les nouvelles technologies, par les chaînes d'infos en continu, surtout, qui, effectivement, se focalisent, même les chaînes publiques. Même les chaînes publiques, il n'y a même plus de différence aujourd'hui à ce niveau-là. Alors c'est pas forcément toujours sur l'immigration, mais ça va être toujours le crime, on commence par un crime, les catastrophes, inondations, feux, etc., etc. Et donc on a, ça acclimate, je dirais, les stéréotypes dans la tête des gens, et vous avez vous savez, résultats des élections le montrent, dans des endroits, des communes, des villages où ils n'ont jamais vu un seul immigré de leur vie, vous leur posez la question, ils sont convaincus qu'on est au bord du grand remplacement, etc., parce qu'ils l'ont vu à la télé. Donc on est effectivement dans une logique où on a beaucoup de mal. Moi, ça fait longtemps, vous savez, que je suis sur la brèche pour essayer de critiquer tout ça. Et qu'est-ce qu'on représente, si vous voulez, par rapport à ces médias qui sont possédés par des milliardaires comme Bolloré et qui ont intérêt, eux, à véhiculer tout ça. Donc on est là dans une logique, vous voyez, qui à la fois est ancienne, mais qui prend des formes nouvelles et qui a tendance à se répandre, c'est ça peut-être le plus inquiétant, à se répandre aujourd'hui dans tous les pays du monde, quoi. Donc on a effectivement une responsabilité des médias, et je pense que des structures comme l'ARCOM, vous savez, c'est une instance qui doit surveiller justement l'équilibre des temps de parole, etc., n'est pas assez vigilante là-dessus. Hein, parce qu'il faudrait aussi que, eh bien, les travaux des chercheurs en sciences sociales, parce que ce que je vous dis là, il y a une sorte d'unanimité chez les chercheurs, que ce soit historiens, sociologues, économistes, il y a une unanimité pour critiquer ces discours toujours négatifs sur l'immigration. Mais ça passe pas la rampe. Ça passe pas la rampe par rapport aux grands médias. Donc là, il y a un problème de nos démocraties par rapport justement au traitement des réalités. Et je crois que c'est un point tout à fait essentiel et contre lequel on a beaucoup de mal de lutter. D'où l'intérêt. Le cinéma joue un rôle important parce que il y a les écrivains, il y a voilà les artistes qui font un peu contrepoids, mais leur
rôle n'est pas suffisant par rapport à ce matraquage médiatique. Bonsoir. J'aime bien cette question de la responsabilité des médias parce que là, je suis bouleversé de voir ce film, mais d'autant plus parce que sur la responsabilité des médias, moi je trouve que dans ce scénario, je suis sûr que les auteurs devaient avoir une bonne intention, mais je trouve qu'il y a un échec narratif dans cette histoire parce que c'est encore une énième histoire où on suit un représentant de la police des frontières et on se retrouve, comme on le suit du début à la fin, on se retrouve dans une empathie avec lui parce qu'on voit que c'est difficile pour lui et c'est terrible et ça je l'entends, mais le fait est que le sujet qui est traité, à savoir l'immigration, en fait comment c'est traité, c'est qu'au final le seul moyen de salut c'est d'être le bon noir, suffisamment joli et mignon pour avoir l'empathie de celui qui a du mal avec sa hiérarchie, de essayer d'en sauver un. Et vraiment cette scène dans la prison, parce que c'est une prison, où elle lui demande « aide-moi » et où il va en aider une qu'il a trouvée assez sympathique, je trouve qu'il y a un échec narratif parce que quels sont médiatiquement justement sur cette responsabilité des médias, en fait à un moment donné c'est éprouvant de voir en permanence des scénarios où on est dans un constat d'échec, et ça je le comprends parce que moi-même j'ai pas de solution, mais si on est toujours que dans des récits, on est dans des constats d'échec et on n'a pas de porte de salut, eh bien en fait, personnellement pour moi c'est juste de la pornographie ça, parce que c'est encore de la violence qui est spectacle, et où on doit réussir à un jour avoir l'empathie de nos bourreaux pour pouvoir s'en sortir. Et donc je me demande justement sur cette responsabilité des médias, quels sont les possibles? Est-ce qu'il y a des possibles? Parce que à la fin, là, j'ai juste vu un énième spectacle de la violence où on est en empathie avec le bourreau, avec cette hiérarchie policière. Et je comprends que c'est difficile parce que on est dans un régime impérialiste et c'est douloureux, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on est encore en empathie avec nos bourreaux. Et je me demande, dans ce cas-là, quelles sont les notes d'espoir? Parce que sinon, c'est difficile, encore une fois, de devoir subir ces mêmes scénarios. Je nuancerai un peu l'empathie, puisqu'à la fin, quand même, et c'est le côté négatif qui l'emporte, il préfère sauver sa propre petite existence, il veut pas prendre le risque finalement qu'on le fasse chanter par rapport à l'aide qu'il aurait apportée, et donc je trouve qu'on peut voir ça justement comme une lucidité par rapport peut-être au comportement des populations qui ont une position un peu plus privilégiée dans tout ça, où chacun est là pour défendre ses petits intérêts, et tant que les intérêts vitaux ne sont pas en jeu, on peut avoir des grandes proclamations humanistes, mais dès qu'on est confronté à des réalités qui touchent nos propres intérêts, ça devient beaucoup plus difficile. Donc cette dimension-là, je la trouve pas forcément toujours abordée dans les films, mais c'est vrai que, disons, dans le film, il y a juste une allusion en disant que c'est un système. Il y a un moment, je crois qu'il y a cette idée-là que lui, c'est un rouage dans un système. Mais effectivement, ce système, on ne voit pas comment il fonctionne, mais il fonctionne avec les principes de la démocratie. C'est ça le problème. C'est-à-dire le vote, les élections. La bataille qui se mène, on le voit bien aujourd'hui, pour savoir qui va gagner les prochaines élections, eh bien, pourquoi l'immigration a une telle importance dans la politique, alors que, je vais dire, dans la réalité, c'est bien différent, c'est parce que, justement, on sait que ça peut être un levier qui va permettre de gagner des voix. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut agir, c'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau, mais peut-être que ce qu'on appelle... une petite référence marxiste à un Italien qui s'appelait Antonio Gramsci, ce qu'il appelait l'hégémonie, construire une hégémonie politique de façon à ce que ce soit les forces progressistes qui reprennent le dessus, comme ça a été le cas dans certaines périodes de notre histoire par rapport à ces questions-là. Là, on n'en prend pas le chemin, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni ailleurs. Donc il y a vraiment des problèmes, mais c'est là qu'il y a une perspective, je dirais, de débloquer les choses. Si on ne se situe pas au niveau individuel, c'est voilà, au niveau politique. C'est le rôle de la politique, donc notre rôle en tant que citoyennes et citoyens.
Je voulais juste... C'est Tanguy, c'est ça? Je voulais juste rajouter quelque chose. Dans le film aussi, c'est le fait que pendant de nombreuses années, qui s'est occupé, entre guillemets, et dans le film on voit qui arriver, l'Italie, et on voit arriver un petit peu indirectement la France, puisque les policiers que l'on voit sont des Français et des Italiens, enfin un Français et des Italiens. Et en fait, pendant pas mal d'années, l'Union européenne, et elle paye encore aujourd'hui, a payé, entre guillemets, paye des représentants plus ou moins légaux en Libye, notamment, et c'était le cas de M. Kadhafi même avant 2011, hein, on va pas revenir sur cet épisode, c'était la Libye qui retenait et la Libye qui recevait des subsides de l'Union européenne, et c'est ce qu'on voit malheureusement très bien dans le film, c'est que la Libye a reçu des subsides de l'Union européenne pour stopper ces bateaux, pour ne pas les faire partir ou disons les faire revenir sur les côtes libyennes. Et les pauvres gens qui étaient retenus là, enfin dans ces prisons. J'ai eu le cas moi personnellement d'un élève que j'ai eu qui venait du Sénégal. Il est arrivé, donc moi je suis enseignante et je fais ce qu'on appelle les ABAC, c'est-à-dire le baccalauréat français et italien. Et donc ça fait depuis les ABAC existent depuis 2009. Donc moi ça fait depuis 2012 et en 2015 je reçois un enfant qui, bon, comme tous les enfants, je vais vous dire, qui viennent par des chemins détournés, c'est pas comme moi, hein, il parle 4, 5 ou 6 langues. Hein. Et ce sont des enfants, et cet enfant du Sénégal qui est arrivé avait beaucoup de mal à me faire confiance. Bon, je vous rassure, il est en 2e année de droit à Nancy. Et il est en train de réfléchir à faire une carrière d'avocat. Et c'est un enfant qui parle 5 langues. Et cet enfant venait, il m'avait raconté, mais timidement, mais à la fin de son année de terminale, un petit peu par où il était passé, avec sa famille. Et je peux vous garantir qu'il avait à l'époque, il était passé par la Libye, mais pas par une prison, mais il était passé par des voies plus ou moins légales. Et ensuite, il était arrivé en Italie, il avait vécu en Italie, il était tout petit. Et ensuite, il est arrivé en France, il avait 13 ans. Et à 18 ans, il a passé ses 2 bacs et il les a brillamment surpassés. Mais c'est pour vous dire que pour répondre à votre question, Tanguy, c'était aussi une question de gestion. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était la Libye qui recevait les subsides de l'Union européenne, et on le voit malheureusement très bien dans le film. Ils reçoivent les sous, ils en font, les 3/4 sont détournés, et les pauvres gens finissaient dans des centres, des hotspots, mais qui étaient des prisons et des lieux d'esclavage. Hein. Mais il y avait aussi, Tanguy, le fait que, par exemple, le magazine Time avait dénoncé qu'il y avait des marchés d'esclaves aussi en Libye. Et on l'a su par la presse aussi. Maintenant, toute la presse, malheureusement, ne dénonce pas ce genre de choses. Quant à l'empathie, je voudrais quand même... Non, je vais m'arrêter. Bonjour, je voudrais poser une question par rapport au cas de la Libye, parce qu'il y a eu le printemps arabe aussi en 2011. Vous avez parlé d'un cas de figure en 2015. Et même à l'époque, Berlusconi, après le printemps arabe en 2011, il avait demandé l'aide à l'Europe pour pouvoir faire quelque chose. Et vu après, il y a eu le cas de Kadhafi aussi. Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans la frontière. Jusqu'à tout à l'heure, on parlait de Lampedusa. Et je pense que c'est par rapport à tous ces problèmes qu'il y a eu depuis 2011 qu'il y a eu une progression de l'immigration. On fait marcher là, hein. Oui, le film, à mon sens, ouvre beaucoup de problématiques de ce qu'est l'immigration aujourd'hui.
Le monde n'est pas fait de bisounours. Ça, c'est déjà clair. Avant, comme aujourd'hui. Si on pose la question à tous ces humains qui sont ici, et ces hommes qui sont ici, au fond de leur cœur, on aimerait tous embrasser un noir, un blanc, un jaune, un rouge, tellement chanter. On a tous en soi cette humanité. Ceci étant dit, on ne peut pas se cacher de ce qu'était l'immigration à une époque, pourquoi elle a été mise en place à une époque, et de ce qu'est l'immigration aujourd'hui, et pourquoi elle est en place avec son cortège de malheurs qui se voit plus que les malheurs qui se voyaient avant. L'immigration, à l'époque, en 23, des Italiens, par exemple, c'était une immigration qui venait par rapport au fascisme, et qui venait aussi par rapport à la faim. C'était une immigration à la fois d'Italiens, puis d'Espagnols, puis d'Algériens, mais c'était sous la direction du patronat à l'époque et de sa richesse, le besoin de main-d'œuvre. Et non seulement ils avaient besoin de main-d'œuvre, mais ils se sont servis, comme ça a été dit, de la main-d'œuvre étrangère, entre parenthèses, pour créer la cisanie et aller vers une surexploitation. Ce mécanisme d'exploitation de l'humain, à l'époque que je viens de citer, mais il est totalement aujourd'hui identique. J'aime bien que vous parlez de l'Europe. L'Europe. Mais qui a organisé tout ce que l'on voit aujourd'hui? C'est pas tous les rapports de la Commission européenne qui a organisé toute cette émigration et qui a créé toutes les conditions que vous connaissez. C'est naturel. Ils veulent plus des millions de ressortissants étrangers en Europe et ils l'organisent à cette fin. Et aujourd'hui, ils vont apparaître la blanche colombe qui donne des subsides pour essayer d'arrêter ce flot. Mais qui a créé ce flot? Qui a créé l'immigration en 1923, etc. Qui exploite ces choses? Donc l'interrogation qui nous est posée aujourd'hui à chacun de nous, c'est est-ce que l'immigration est aujourd'hui quelque chose de bénéfique ou de maléfique? Les Italiens de l'époque, les Algériens de l'époque, le mot intégré, j'ai jamais aimé. Ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leur manière de vivre, en fricotant avec les Italiens. Je dirais même mieux, en fricotant avec le drapeau français. C'est-à-dire que ces Italiens-là, à cette époque-là, ils se sont tous impliqués dans les mouvements sociaux, économiques, politiques. Nos monuments sont pleins de résistants. C'est une immigration de gens convaincus qui très vite ont gagné leur place aux côtés des Français. Et si vous demandez aujourd'hui à ces gens-là et à ces enfants s'ils sont prêts à défendre la valeur de ce qu'est la France, eh bien vous aurez une réponse certainement positive. Donc aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas ne pas réfléchir à toutes ces questions. L'immigration, elle ouvrant les portes à 10 millions d'individus, et puis qu'est-ce que devient, où on va dans le système, dans l'économie actuelle, essayons de réfléchir aux responsabilités. Qui a enfanté ça? Qui a enfanté que les gens de pays africains, d'ailleurs, sont obligés de quitter leur pays? D'ailleurs, c'est des fourbes. Quand il s'agit d'intelligentsia, et des gens qui ont beaucoup de culture, de connaissances scientifiques... S'il vous plaît, vous pouvez conclure? Oui, vous avez parlé longtemps, vous me permettez de répondre. D'accord, après je pour que d'autres puissent parler aussi. Oui, bien sûr. À moins que ça vous barbe, dans ce cas-là, j'arrive tout de suite. Je veux dire que dans l'immigration aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a ceux qui arrivent, la plèbe, qui a été créée par les conditions de l'immigration d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous incite, moi, les uns et les autres, à réfléchir. On ne peut pas ouvrir les portes comme ça, sans considération, sans réflexion. L'immigration aujourd'hui est quelque chose de stratégique, de politique, je dirais même que ça devient une guerre, un phénomène de guerre. Donc il est à réfléchir au-delà des bisounours. Merci d'avoir écouté, excusez-moi d'avoir été un peu long. Je suis, je rappelle, fils d'émigré. Mon père est mort en déportation, j'avais 4 ans. Donc je sais aujourd'hui ce que c'est que l'immigration, et pour ce qui me concerne, j'étais responsable pendant 7 ans dans une structure syndicale
je ne vais pas la nommer pour faire des publicités à personne, où je défendais les immigrés, tous les immigrés, sur leur travail à Paris. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Alors c'est un peu dans la continuité, une deuxième question qui va répondre à ce que vous venez de dire, ou le poursuivre en tout cas. Donc en quoi, alors plus spécifique à la France, parce que c'est un paragraphe, un chapitre important dans votre livre, Gérard, en quoi l'immigration a-t-elle été une chance pour la France? Voilà, donc c'est un peu la poursuite de ce qu'on vient de dire. Effectivement, si on appréhende la question sur la longue durée, donc comme j'ai fait depuis le 19e siècle, vous avez un phénomène très important dans l'histoire de France, c'est la Révolution française, et qui s'est soldée notamment par la vente des biens nationaux, c'est-à-dire les terres qui appartenaient à l'Église, etc. Et la conséquence, ça a été qu'on a une partie importante des petits paysans qui ont pu racheter des morceaux de terre, des lopins, comme on disait, et qui se sont accrochés à leurs terres. Et donc le développement du capitalisme en France a pris une tournure très différente de ce qui s'est passé en Angleterre. Et ça a été ignoré pendant longtemps parce qu'on avait le schéma marxiste dans la tête. Or, Marx a écrit son livre, Le Capital, à partir du cas anglais, où on a une prolétarisation très violente de la paysannerie anglaise qui a été brutalement transformée en prolétariat. Alors qu'en France, c'est pas ce qui s'est passé. Au XIXe siècle, les paysans et les artisans vont résister fortement. Et en 1848, comme la France est le premier pays d'Europe qui accorde le suffrage universel masculin, eh bien, ces classes populaires ont le droit de vote en plus. Donc, ils vont résister à la fois socialement et politiquement à la révolution industrielle. Du coup, le patronat, quand la grande industrie se développe, manque de travailleurs. Et c'est ça qui va structurer la demande rémanente d'immigration. Moi, j'ai travaillé notamment sur l'histoire des mines de charbon, de fer. Évidemment, les mines de fer, c'est ici. Et bien, le patronat s'arrache les cheveux. Il leur manque 15 000 ouvriers pour pouvoir honorer les commandes. Donc, on va organiser ce qui a été dit tout à l'heure. Le patronat met en place des structures privées pour aller recruter, voilà, à droite à gauche, ces immigrants. Et en 1930, par exemple, eh bien, la France est encore est le premier producteur mondial de fer, de minerai de fer. Et vous allez regarder au fond de la mine, il n'y a pas un seul Français. Ce sont tous des Italiens et des Polonais. Interdiction du syndicalisme, bien évidemment. Ils n'ont même pas le droit de participer aux élections professionnelles parce qu'ils sont étrangers. Du coup, les mines de fer en Lorraine ont des taux d'accidents mortels parmi les plus forts du monde. Moi, j'ai travaillé sur les archives des ingénieurs des mines, ici, dans le bassin de Briey, et vous voyez l'ampleur de ça. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, quand le mouvement ouvrier s'est structuré, avec le Parti communiste et la CGT, qu'il y a eu là des mesures. La sécurité dans les mines de fer, c'était différent des mines de charbon, c'était le boulonnage, c'était pas compliqué. Il fallait boulonner les galeries, etc., pour que les galeries ne s'écroulent pas sur les ouvriers. Ben, même ça, ils ne le faisaient pas, les maîtres de forge de la grande époque. Donc on est tout à fait au cœur de ce que disait monsieur sur cette espèce d'égoïsme patronal où il y avait que le profit et on allait là chercher des gens un peu partout qui étaient eux-mêmes dans la misère en leur faisant miroiter. D'ailleurs, on a retrouvé des brochures où ils disaient qu'il y avait du grand soleil en Lorraine et que la vie était formidable, etc. Et les gens se retrouvaient là dans les cantines ou dans les cités. Bon, bref. Donc on a eu cette logique et je dirais sur le plan économique, mais sur le plan démographique aussi. Il faut voir que l'une des manières de résistance pour les classes populaires, ça a été de ne plus faire d'enfants. Parce que les paysans se disaient, si on a plusieurs enfants, ben le petit lopin de terre qu'on a, on va être obligé de le diviser, ils ne pourront pas vivre dessus. Donc, la France a été le pays où le malthusianisme a été très précoce, 75 ans avant les autres pays européens. Et donc, eh bien, pour compenser le déficit démographique, largement aggravé par la Première Guerre mondiale aussi, on a aussi le recours à l'immigration. C'était aussi une manière de repeupler la France.
C'est ce qui fait que, d'après les statistiques, aujourd'hui, on estime que le tiers des habitants qui vivent dans ce pays, en France, eh bien, sont issus de l'immigration, pour peu qu'on remonte jusqu'aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Donc, je ne veux pas aussi parler sur le plan culturel, etc. C'est évidemment une chance pour la France, mais les économistes montrent que l'immigration, c'est toujours un avantage économique, parce que vous recrutez des gens qui sont déjà formés. Hein, des adultes, des jeunes adultes en général, pour occuper les emplois les plus difficiles. Donc ce phénomène se poursuit encore aujourd'hui. Même les patrons, le patronat le dit. Le MEDEF, les chiffres du MEDEF montrent que d'ici 2050, on va devoir encore faire appel à un très grand nombre de ces immigrants. Alors la différence avec le passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes. Avant, on disait travailleurs immigrés, c'était surtout des hommes, alors qu'aujourd'hui, on a une bonne proportion de ces immigrants sont des immigrantes, hein, sont des femmes. Mais le processus lui-même se poursuit aujourd'hui et va s'accentuer, notamment aussi en raison du vieillissement de la population française. Donc, entendre des discours encore aujourd'hui de nos élus ou de nos responsables politiques nous dire que l'immigration c'est un fléau, que c'est pas une chance pour la France, je trouve ça absolument scandaleux, parce que même d'un point de vue simplement intellectuel, je ne dis même pas d'un point de vue politique ou moral, mais intellectuellement, des gens qui prétendent avoir fait des études, etc., des choses qui sont des évidences pour nous autres, historiennes, historiens, sociologues, économistes, sont niées aujourd'hui par le personnel politique qui prétend nous représenter. Moi, je voulais revenir sur le film que l'on vient de voir, qui incite à un pessimisme forcené, parce que l'immigration va augmenter fortement pour des causes économiques, politiques et puis écologiques. Donc, on est quasiment qu'au début de la crise. Je ne vois pas d'issue politique aujourd'hui qui se dessine dans aucun pays du monde, qu'il se prétende démocratique ou pas. Et donc je suis extrêmement pessimiste par rapport à ce que je viens de voir. Une autre question que je voulais poser, c'est il y a quelques années, on poser le problème en tant qu'intégration des migrants et assimilation des migrants. On parlait d'assimilation et aujourd'hui on n'en parle plus. Et je voulais savoir quelle réponse il peut y avoir à cela. Des enjeux de vocabulaire. La question du langage, sur toutes ces questions-là, elle est très importante. Parce que c'est une bonne partie de ce qu'on appelle l'immigration, c'est des questions de représentation, de discours. Vous voyez, par rapport à la réalité que vivent les gens au quotidien, on a toute une fantasmagorie qui passe par le discours. Et donc, effectivement, on a des luttes de langage. Et une des luttes de langage, ça a été l'opposition entre assimilation et intégration. Hein. Autrefois on disait plutôt assimilation, et puis le terme d'assimilation qui sentait bon quand même le passé colonial, hein, niant les spécificités, la culture d'origine des migrants, etc., a été écarté au profit d'intégration. Et puis après, alors le discours sur l'intégration, la notion d'intégration, c'est un concept sociologique. Moi je l'utilisais au début de mes recherches. Maintenant, il a été tellement accaparé par les médias que je me tiens à distance, même par rapport à ce mot. Intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça désigne le processus qui permet à des individus de faire partie d'un groupe. Chez Durkheim, le fondateur de la sociologie, c'est ça. Donc, quel que soit le groupe, on est tous intégrés dans des groupes. Mais dans la manière dont les médias en parlent, ça ne veut rien dire. Ils disent qu'ils ne sont pas intégrés, mais intégrés à quoi? Si vous ne dites pas à quoi, vous ne comprenez rien. Tous les individus, même quand ils sont issus de l'immigration, sont intégrés, ne serait-ce que dans leur quartier, dans leur métier, dans leur foyer. Donc il y a tout un langage qui vise, là encore, à discréditer les gens. Parce que c'est toujours vu de manière négative. Et on oppose alors ceux du passé. Alors maintenant, les Italiens sont devenus la référence absolue. Hein, la référence
d'une immigration réussie. Alors moi, quitte à doucher certains discours, ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est que la majorité des immigrants italiens qui ont foulé le sol français ne sont pas restés. La majorité ne sont pas restés. S'il y a bien une preuve de non-intégration, c'est bien celle-là. Donc on raisonne après à partir de la minorité qui est restée. Donc déjà, vous voyez, il y a un biais terrible par rapport à ça. Et en plus, bon, j'ai parlé tout à l'heure des violences qu'ont connu les Italiens. C'est sans doute la communauté avec les Algériens qui a connu le plus de morts hein, dans notre histoire. Donc ce processus par rapport d'opposer le passé au présent, il tient pas du tout la route. Inversement, dans les formes de mobilité sociale, on a aujourd'hui, les statistiques le prouvent, parmi les immigrations récentes, notamment du Maghreb, algérienne, marocaine, etc., une partie qui s'intègre et qui connaît une mobilité sociale importante. Et dans le passé, eh bien, les immigrations polonaises, italiennes, très souvent, c'était, eh bien, le père arrivait comme manœuvre et la promotion sociale pour le fils, c'était de devenir ouvrier qualifié. Vous voyez, de passer un CAP, de passer, par exemple à la mine, c'était de passer du fond au jour, hein, des petites mobilités sociales comme celle-là. Donc, vous voyez, il y a une manière d'opposer le passé et le présent qui évidemment est sous-tendu par des discours politiques réactionnaires, et on pourrait même dire racistes aujourd'hui, hein, parce qu'il s'agit de stigmatiser les immigrants musulmans ou de l'Afrique subsaharienne par rapport à ceux du passé. Bien sûr, on dirait les Italiens, ils étaient catholiques, ils étaient chrétiens, ou alors on va dire nos amis belges, comme s'il n'y avait pas eu aussi de massacres là-haut, etc., dans les mines. Donc, vous voyez, il y a des reconstructions comme ça qui sont idéologiques. J'ai écrit un livre, vous savez, où j'analyse les discours d'Éric Zemmour sur tout ça, où on voit parfaitement le fonctionnement de cette rhétorique-là qui ne repose sur aucun fondement sérieux d'un point de vue historique. Je vais juste vous donner une anecdote, monsieur, par rapport à cela. On est en 1905 à Villerue. Ça, c'est une anecdote qui est hyper connue. L'Est républicain, le journal régional, envoie un journaliste, ici dans le coin, on est en 1905, hein. Et dans le Creuset français notamment, je ne cite que celui-là, je pourrais en citer des dizaines, professeur Noiriel toujours, ce journaliste arrive et il se balade à Villerue, à Mont-Saint-Martin et à Longwy. Et de mémoire, il dit, il faut pas venir, hein. Faut pas venir, hein. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, les rues sont très mal fréquentées, il n'y a que des cantines avec des Italiens. Les femmes qui préparent à manger, elles sont d'une mocheté sans nom, sont pas très hygiéniquement pas très propres. Et quand elles font à manger, ces femmes-là, aux cheveux rares et à la dent rare, comme il disait, faut pas manger ce qu'elles préparent, hein. Parce qu'elles font des ragoûts dignes de l'enfer. Vous savez ce qu'il y a dans les ragoûts? On disait que c'est les ragoûts italiens. Vous savez ce que c'était? Ils mettaient les animaux morts qui traînaient dans les rues, les chats, les chiens. Et c'est vrai que cette image-là, c'est exactement ce qu'on trouve dans les travaux de M. Noiriel depuis 4 décennies. Je suis désolée de le dire, hein, plus de 4 décennies. Mais c'est vrai que quand on parle d'intégration et d'assimilation, et monsieur le professeur Noiriel en parlait aussi, quand au début du XXe siècle, c'est sûr que les Italiens étaient catholiques, mais il y avait aussi la politique. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, je prends un cas qui va nous toucher, puisqu'on est bientôt le 13 novembre, et ça va faire 10 ans qu'il y a eu les fameux attentats à Paris. Mais qui faisait, au début du XXe siècle, fin 19e, qui était responsable des attentats politiques? Qui posait des bombes? Que ce soit Napoléon III, le président Carnot, le roi Humbert Ier, ou l'impératrice. Vous savez, si, l'impératrice, comment tous ces gens-là sont morts? Parce que c'était des terroristes italiens. Et les Italiens avaient une aussi mauvaise publicité que j'allais dire que certains extrémistes aujourd'hui d'une autre religion et d'autres régions. Mais on peut dire jusque dans les années 50, les Italiens n'avaient pas très bonne réputation. Ni politique, ni sociale.
le mot race, hein, le mot race était utilisé pour les Italiens, hein, on le trouve, voilà, et des descriptions racistes telles qu'on a pu en voir après, ou qui existaient dans l'empire colonial à l'égard des Africains, existaient. Par exemple, il y avait le stéréotype de ces jeunes immigrés italiens aux appétits sexuels extraordinaires. Hein. Génésiques, pardon, pas sexuels. L'expression juste, c'est ça. Ils ont des appétits génésiques extraordinaires. Donc c'était présenté comme il y avait beaucoup de célibataires hein, dans les... la région de Longwy-Virus était appelée le Transvaal français, hein, pour voilà. Et donc vous aviez une mortalité des jeunes enfants qui dépassait des seuils qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Il y a des études médicales et pour expliquer justement la surmortalité des enfants dans les cités, on mettait en avant les caractéristiques de la race italienne. Vous trouvez ces termes-là explicitement dans des revues médicales du début du siècle, avant la guerre de 14, dans l'ordre de la construction ici. Donc effectivement, on voit qu'il y a des stéréotypes et des fantasmes qui traversent les époques et qui sont alimentés évidemment par les choses les plus récentes de l'époque. Et on l'oublie après et on reconstruit des discours. Moi, quand j'ai publié ce livre, Le Creuset français, en 1988, l'histoire, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, l'histoire de l'immigration était occultée en France. Même les manuels d'histoire, même les historiens ne travaillaient pas là-dessus. Ça n'existait pas. L'immigration, c'était considéré comme un problème récent, justement, qui venait d'arriver. Et donc, quand j'ai montré toute l'importance historique de ce phénomène-là, au départ, la droite, les réactionnaires, etc., tous ceux qui véhiculaient les trucs, nos ancêtres, les Gaulois, etc., ils ne voulaient pas y croire. Ils disaient que je racontais n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, l'idée que la France est un vieux pays d'immigration est admise, mais les mêmes, eh bien, aujourd'hui, opposent les bons immigrants du passé et les mauvais d'aujourd'hui. Donc, ce qui est vraiment désespérant pour les gens qui font le métier que je fais, c'est de voir que malgré tous nos efforts, malgré toutes les preuves qu'on peut apporter, malgré, comme vous l'avez dit, 40 ans de travail sur un sujet, eh bien, vous heurtez toujours à des gens qui n'ont jamais étudié les sujets, qui ne connaissent pas, mais qui vont alimenter les stéréotypes, et c'est eux, eh bien, qui auront, je dirais, l'impact le plus grand sur la population. Ça, c'est quelque chose d'assez désespérant, je dois dire, parce qu'on se dit, finalement, on a cru servir un petit peu, vous voyez, à l'amélioration de nos sociétés, à rendre les gens un peu moins intolérants, et le résultat n'est pas forcément à la hauteur. Alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que si on fait quelques kilomètres et qu'on passe de l'autre côté, nous avons un membre de notre staff du festival, Remo Ceccarelli, qui a fait une étude analogue, disons, les Italiens, du côté d'Esch, d'Udelange, etc. Et il aboutit exactement au même résultat, c'est-à-dire qu'on trouve dans la presse luxembourgeoise, française comme en langue allemande ou luxembourgeoise, les mêmes stéréotypes à la même époque, exactement formulés de la même façon, sur la saleté, la cuisine, la race même, etc., etc. Donc c'est pas simplement un phénomène purement français. Disons que cette façon de considérer l'immigré, bon, dans le cas précis, c'est des Italiens qui est les questions, c'était quelque chose qui dépassait fortement les frontières françaises. Et je crois qu'on pourrait continuer avec l'Allemagne et la Suisse et on tomberait exactement, on aurait des résultats tout à fait analogues. Le film date de 2021. Oui. On est en 2025 et aujourd'hui on peut les Français, enfin, dont je suis, se demandent quelle ampleur va prendre cette immigration. Est-ce que comment cela va se traduire au niveau politique, économique, comment les populations vont pouvoir admettre justement cette migration qui devient de plus en plus importante, la migration dont on parlait tout à
faut pas non plus exagérer l'importance de l'immigration. Je dirais, vous savez, le taux de la population étrangère en France aujourd'hui, il n'est pas supérieur à celui de 1930. Là aussi, c'est des questions aussi de manipulation du langage. Vous savez, dans le droit français, dans la tradition républicaine, on comptabilisait jusque dans les années 80 les gens par leur nationalité. Français, étrangers. À partir des années 80, sous la pression déjà du Front National, de Jean-Marie Le Pen, etc., vous avez eu une évolution des statistiques où on a introduit une nouvelle catégorie qui est la catégorie d'immigrés. Quelle est la différence entre un étranger et un immigré? Eh bien, parmi les immigrés, vous avez des gens qui sont français, le tiers à peu près. Parce que immigré, ça veut dire né à l'étranger de parents étrangers. Mais dans l'intervalle, les gens peuvent être devenus français. Donc évidemment, si vous comparez le taux des étrangers et le taux des immigrés, il y a beaucoup plus d'immigrés que d'étrangers. Et donc, moi j'ai participé comme ça avec des débats avec des gens d'extrême droite. À chaque fois, ils me ressortaient le truc en disant « Vous pouvez pas nier qu'il y a une explosion, qu'on est envahi, regardez, comparez. » Mais évidemment, on ne compare pas les mêmes chiffres. Voyez, donc il y a souvent aussi des manipulations des statistiques qui vont exagérer le phénomène. Et la France, qui a été, comme je le disais, le pays le plus important pour l'immigration en Europe jusque dans les années, on pourrait dire 60, eh bien aujourd'hui, la France a un rang tout à fait moyen. Hein, au niveau des statistiques, on n'est plus du tout le pays qui accueille le plus grand nombre d'immigrants. Donc la question de savoir si l'immigration va beaucoup se développer, et c'est pas du tout certain. Moi, je ne vais pas prédire l'avenir, mais on n'est pas du tout dans des flux non plus extraordinaires, parce que faut bien voir que c'est toujours une souffrance pour les gens de quitter leur pays. Donc le problème fondamental, si on revient sur des considérations qui étaient évoquées au début, le problème fondamental, c'est les inégalités de développement entre les pays riches et les pays pauvres. Parce que les gens ne quittent pas leur pays par plaisir, ils quittent leur pays soit par la misère, soit par la violence. Et là, on touche à la question du droit d'asile. Et aujourd'hui en France, comme il y a une restriction d'immigration, pour pouvoir venir, il faut, la plupart du temps, se revendiquer du droit d'asile. Donc c'est la question du droit d'asile qui est aussi beaucoup maltraitée, enfin bon, mais qui est une des possibilités pour les gens de venir. Et on a effectivement, vous le disiez, aujourd'hui une nouvelle catégorie, c'est les réfugiés climatiques. Parce que avec le réchauffement climatique, on a des tas de zones dans le monde qui ne sont plus vivables. Alors les gens, voilà, ça c'est un phénomène qui risque de s'aggraver, et alors que ce sont nos pays riches qui sont principalement responsables du réchauffement climatique, sont les pays les plus pauvres qui trinquent le plus. Donc il y a une sorte d'injustice considérable, mais dans le même temps, on ferme nos frontières pour ne pas les accueillir. Donc on voit bien que d'un point de vue humain, d'un point de vue humaniste, et même élémentaire, il y a une sorte d'injustice flagrante, quoi. Et jusqu'où va-t-elle aller? C'est la question effectivement qu'on peut se poser dans un contexte de fermeture de plus en plus importante des frontières, qui n'est pas forcément due à l'augmentation faramineuse de l'immigration, mais plutôt au repli des pays sur eux-mêmes, pour des raisons qui tiennent souvent à des questions de politique intérieure. Si on prend le cas de la France, c'est la crise, c'est l'augmentation du taux de pauvreté, c'est la remise en cause des statuts, le déclassement des gens, les transformations, le sentiment d'inquiétude qui traverse beaucoup de gens, qui vont alimenter ces discours sur l'immigration. Parce que les discours de l'immigration en France ont toujours eu un impact particulièrement fort dans les périodes de crise. Moi, j'avais analysé 3 moments, les années 1880, quand il y a eu la montée du nationalisme, des premières montées de l'extrême droite, les années 30, là, évidemment, c'est le contexte qu'on connaît bien avec le nazisme, et puis en France, ça débouche sur Vichy, etc. Et puis les années 80. La grande différence, c'est que dans les précédentes crises économiques, on avait un très fort développement aussi de la haine à l'égard des étrangers, mais ces périodes-là ne duraient pas très très longtemps parce qu'elles se soldaient par des guerres mondiales. Hein. Voilà. Là, nous, on a... voilà. Parce que faut bien que les gens comprennent. Moi, je dis souvent, comment convaincre des gens aujourd'hui qui vont aller voter à l'extrême droite? Je veux dire, souvent, les discours, les statistiques qu'on peut apporter, etc., ça leur fait aucun effet.
Hein. Donc peut-être que je me dis le meilleur moyen, c'est de leur dire on n'a jamais connu dans l'histoire la souffrance des peuples ait été réglée en s'en prenant aux immigrants. On ne l'a jamais vu. Ça n'a jamais été une solution qui a permis de résoudre les problèmes. À l'inverse, ce qu'on peut voir, c'est que ces discours de haine, nationalistes, antisémites, racistes, ils ont alimenté, ils ont été les facteurs qui ont déclenché les 2 guerres mondiales. Donc, on y a échappé. Normalement, la 3e guerre mondiale aurait dû arriver, si je reprends la chronologie, dans les années 90, hein, parce que on voit le retournement de la conjoncture, c'est les années 80, fin des années 70. Elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a des systèmes de régulation, etc. Du coup, ça perdure. Du coup, ce discours anti-immigrant qui est apparu avec Le Pen dans les années 80, il ne cesse de se développer. L'autre changement par rapport aux précédentes époques, c'est auparavant le discours anti-immigré se focalisait sur la première génération seulement. Depuis les années 80, on a vu le glissement vers la 2e génération, c'est-à-dire vers les enfants qui sont français pour la grande majorité d'entre eux, et donc voilà, ça alimente de nouvelles formes de rejet qui perdurent et peuvent se transmettre parfois jusqu'à la 3e génération. Et donc tous ces facteurs-là qui aujourd'hui sont inquiétants parce qu'ils sont pérennes et on n'a pas de mécanisme pour les bloquer. Mais il ne faut pas croire qu'ils étaient bloqués par des solutions humanistes dans le passé. Malheureusement, ça a été des solutions extrêmes qui ont abouti à des guerres. Et la question qu'on peut se poser depuis quelques années avec ce qui se passe avec la victoire de Trump aux États-Unis, etc., c'est qu'on voit très bien, on est dans une période où il y a un recul massif des principes démocratiques sur lesquels on vivait depuis les années 50-60. Donc c'est une chose aussi, ça, je pense qu'on peut sensibiliser les gens pour leur dire attention, quand tu t'en prends à l'immigré de ton quartier, etc., c'est à toi-même que tu t'en prends, parce que les conséquences, elles touchent toujours l'ensemble d'une population. C'est peut-être un discours plus efficace que celui simplement de faire appel à la solidarité ou à la générosité des gens. Alors nous allons prendre la dernière question. Non ? La réponse a déjà été fournie. Alors je vous propose, vu l'heure, de clore ce débat, de remercier donc vous d'abord d'être là, d'avoir participé à cette rencontre, et puis Gérard Noiriel d'être venu jusqu'à nous, hein, et merci, et à vous revoir pour d'autres films qui peut-être inspireront d'autres débats, même s'ils n'ont pas lieu publiquement. Bonne soirée, à bientôt.